Bienvenue dans cette troisième vidéo. En fait, cette troisième vidéo, c'est la partie 2 de la deuxième vidéo qui s'est arrêtée sans que je sache pourquoi. Et là, je vais continuer à faire cette vidéo 2, en fait, pour vous faire un rappel. Dans cette vidéo-là, je vous expliquais que moi, j'allais vous parler de violence familiale. Mais j'allais vous parler en particulier d'une problématique de violence familiale en milieu de travail. Donc, c'est assez inusité. Et puis, dans le fond, quand la vidéo s'est arrêtée, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que finalement, en 2023, moi, j'ai fait un réveil brutal. Malgré mon déni de violence familiale, malgré un contexte de vie familiale très difficile depuis la séparation de mes parents. Mes parents se sont séparés, ils avaient 70 ans, comme je vous expliquais, et c'est en 2000. Donc, en l'an 2000. Donc, on est en 2006. Euh, on va dire 2005. Ça fait 25 ans que mes parents se sont séparés et c'est toujours aussi difficile. Donc, je vous expliquais que dans ma pratique, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, des jeunes adultes qui m'expliquaient qu'ils vivaient ça, des conflits avec leurs parents. Leurs parents étaient toujours en conflit malgré leur séparation depuis de nombreuses années, qu'ils ont refait leur vie. Donc, je vous expliquais que c'est des deuils non résolus. Pour revenir à mon histoire à moi, je vous expliquais que euh, j'ai parlé à des gens, parce que moi, quand même, je suis une employée syndiquée dans le milieu collégial. Moi, j'ai exercé comme travailleuse sociale, mais mon poste, c'est un poste d'agent, d'agente en service social. Dans les collèges, là, on a ce titre-là, dans les conventions collectives, et être agente de service social ne nécessite pas de faire partie d'un ordre professionnel. Mais moi, au fond, j'ai fait partie de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec. Et dans toute ma pratique que j'ai fait auprès des jeunes, mais mon titre, mon poste, c'est un poste d'agent de service social. Ça veut dire que si j'étais réintégrée, il n'est pas nécessaire pour moi de refaire partie d'un ordre professionnel. Donc, pour poursuivre dans cette veine-là, eh bien, le réveil brutal s'est passé quand j'ai parlé à une personne du milieu syndical, une personne bienveillante, je vous dirais. Et cette personne-là m'a dit, Madame Boulet, nous, on ne peut pas rien faire au plan syndical dans votre dossier de congédiement. Ah oui? Faut recontextualiser ça, là. Ça, on est en 2023 que j'apprends ça. Là, moi, je fais des recours depuis 2018. Et vous comprendrez bien que je me rends bien compte qu'au tribunal administratif du travail de Montréal, il s'avère impossible pour moi de présenter le dossier. Je ne vous expliquerai pas tout ce que j'ai vu et ce à quoi j'ai assisté en termes de tricherie. Mais en fait, eux, ils avaient la consigne que je devais probablement pas présenter la preuve au dossier pour rendre des jugements de rejet de ma plainte contre mon syndicat. C'est le jeu dans lequel j'ai été soumis, on pourrait dire, de 2018 à aujourd'hui, parce que j'ai encore une quatrième plainte non fonctionnelle. Mais c'est important de vous expliquer qu'il y a une raison à ça. Vous savez que moi, je cherche, et il y a toujours une raison à toute chose, à tout événement. Il y a un sens, une explication. Donc, le tribunal administratif du travail de Montréal ne peut pas prendre de décision favorable à moi dans mon dossier. Et malgré mes plaintes, mes demandes de révision, il ne peut pas. Bon. Mais là, on revient à la nouvelle que j'apprends en 2023. La personne me dit, on ne peut pas rien faire dans votre dossier, Madame Boulay. Votre dossier fait l'objet d'un sceau de confidentialité dans l'appareil gouvernemental du Québec. Donc, on doit suivre les directives qu'on nous donne vous concernant.
Wow! Imaginez un instant. Ça veut dire que moi, même si j'ai payé des cotisations syndicales, je paye des impôts, je suis une citoyenne très ordinaire, mais je suis sous tutelle par le gouvernement. Je n'ai pas les mêmes droits que les autres. Quand même, il faut le faire quand même. Mon dossier, moi, là, ma personne, mon identité, fait l'objet d'un sceau de confidentialité au sein du gouvernement. Essayez de vous mettre à ma place, là, puis de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais, mais pour quelle raison, moi, je suis une personne qui attire autant l'attention des dirigeants de notre gouvernement? Vous comprenez que là, on est en 2026. On va dire 2025, là, on commence 2026. Moi, j'apprends ça en 2023. Mais là, ça me donne une explication pourquoi les recours au tribunal administratif ne fonctionnent pas. Que moi, ce que je fais, je dis au syndicat, parfait, je vais aller dans un pourvoi en contrôle judiciaire en cour supérieure du Québec. Et là, moi, j'escalade, je leur dis, ben, on va aller à un autre niveau. Mais vous comprenez que moi, je comprends très bien que d'aller, quand même que j'irais dans n'importe quel recours dans l'appareil juridique québécois, le sceau de confidentialité sur ma personne s'applique. Mais qui? Mais qui donne des directives sur ma vie? Mais je suis sous tutelle de qui? Donc, il y a des gens qui m'ont dit, par des discussions, vous comprenez, je cherche, on m'a dit, les seules personnes qui peuvent mettre un sceau de confidentialité sur quelqu'un, c'est des ministres, des premiers ministres. Il ne faut pas oublier quand même que moi, même si j'ai déposé des plaintes au tribunal administratif du travail, je dois avoir déposé, je l'avoue, à peu près 60, autour de 50, 55, 60 plaintes, j'ai la liste, dans l'appareil gouvernemental pour chercher de l'aide. Zéro soutien. Rejet complet de toutes les ressources de plainte de l'appareil gouvernemental québécois. Je suis même allée au fédéral, je vous le dis. C'est ça, je suis allée au fédéral. Parce que vous comprenez que ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que mon congédiement, au retour d'un congé, ça a été un congédiement extrêmement difficile à faire pour mon employeur. Quand un employeur, vous savez, faire un congédiement, c'est pas facile. Mais faire un congédiement avec une personne expérimentée comme moi en congédiement, vous comprenez que moi, j'avais un historique de congédiement. Donc là, j'ai un employeur, je reviens d'un congé, j'ai un employeur qui tente de mettre en place plein de mesures pour tenter de me congédier, mais moi, je suis expérimentée, je le sais qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Fait que j'avoue, sincèrement, j'ai donné énormément de fil à retard au collège Lionel Groux, juste dans l'actualisation du congédiement. Parce que vous comprenez qu'il n'avait aucun motif de me congédier. Même s'ils ont utilisé la procédure du congédiement subit, on pourrait dire un congédiement sans avertissement, mais ce congédiement-là, même s'il est sans avertissement, il faut que tu aies des motifs assez graves pour retirer une employée permanente comme moi, qui a un excellent dossier d'employé, aucun reproche, juste des félicitations, et qui en plus, ça faisait quand même 11 ans que j'étais au collège Lionel Groux. Donc, vous comprenez que euh, vous comprenez que moi, là, ça fait un bout de temps là, que je suis là-dedans, que je cherche. Et puis, c'est quand même une situation, euh, moi, je dirais exceptionnelle que j'ai eu cette information-là. Et je ne remercierai jamais la personne assez pour me l'avoir donnée. Parce que ça veut dire, bien humblement, qu'il y a des gens dans le milieu syndical au Québec
qui regardent mon cas et qui se disent ça n'a pas d'allure, mais qui n'ont pas le choix d'exécuter les directives, mais qui se disent ce que vit Mme Boulay n'a pas d'allure, mais elle le vit. Et nous, on ne peut pas rien faire, mais en 2025-26, c'est inacceptable. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Donc, vous comprenez que moi, je reconnais, même si mes plaintes dans le système n'ont pas fonctionné, je reconnais que le milieu syndical est dépourvu devant mon cas. Parce que c'est un cas qui a un caractère exceptionnel. OK. Un coup qu'on a dit ça, qui a un caractère exceptionnel. OK, mais là, il faut trouver c'est quoi? C'est quoi qui fait que c'est exceptionnel? Parce que dans ma quatrième plainte que j'ai déposée au tribunal administratif du travail en mai 2025, je fais les liens entre mes congédiements, mon congédiement au collège Lionel Groux et ma vie familiale. Est-ce que vous pensez un instant qu'au tribunal administratif, n'importe quel tribunal administratif du Québec, les gens ont de la formation, les juges, là, les juges qui sont là, les avocats même, les avocats. Est-ce que vous pensez que les gens ont de la formation? Eux, ils travaillent dans les recours dans le domaine du droit du travail. Est-ce que vous pensez qu'en droit du travail au Québec présentement, les gens ont les outils pour traiter une problématique de violence familiale qui a sauté dans la sphère du marché du travail, qui est dans le milieu du marché du travail? Moi, je vous dis non. Je ne crois pas. Je ne crois pas que les gens qui travaillent là sont outillés pour comprendre la complexité d'une telle problématique, parce que la violence familiale en soi, il y a une complexité, mais la violence familiale en milieu de travail relève d'une double complexité. Donc, moi, je suis consciente que je fais une démarche par vidéo parce que c'est une problématique taboue, inusitée, peut-être pas nouvelle, mais nouvelle dans le sens que moi, je prends la parole pour en parler. Il y a certainement d'autres personnes qui ont vécu des choses, des problématiques semblables, mais moi, dans le fond, la différence, c'est que je prends la parole pour en parler. Fait que ce qui est important de comprendre dans ce que je vous dis ce matin, c'est que je comprends maintenant pourquoi toutes mes plaintes, tous mes appels à l'aide et toutes mes demandes font l'objet d'un refus catégorique. C'est pas on va étudier votre dossier, c'est non. Donc, vous comprenez que pour une personne qui a fait carrière dans le milieu collégial, qui a quand même une formation de deuxième cycle, qui est une personne quand même qui avait des bons dossiers d'employés, je ne suis pas certaine que des congédiements à répétition comme ça, dans le gouvernement, il y a tant de monde qui ont vécu ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand quelqu'un vit un congédiement, pensez à ça 2 minutes, là. Quand quelqu'un a vécu un congédiement, il ne peut pas habituellement réintégrer l'appareil gouvernemental. Il ne peut pas. Parce qu'il a dans son dossier, entre guillemets, une tâche qui est un congédiement. Mais moi, la différence dans mon dossier, puis ceux de peut-être d'autres, parce que n'oubliez pas que moi, j'ai lu beaucoup de jugements de professeurs, de professionnels qui ont été congédiés, parce que j'ai lu la jurisprudence sur le sujet pour comprendre. Et je vous dirais que l'exception qui est mon cas, c'est parce que moi, j'ai eu des ententes hors cours. Des ententes hors cours, c'est le litige n'a pas fait tout le cheminement complet. Il y a eu une entente. Et parce qu'il y a eu une entente, ben, ça veut dire qu'il peut avoir faute des deux côtés. Vous comprenez?
Et là, quand il y a faute des deux côtés, ben, on ne peut pas mettre une étiquette de congédiement sur une personne. Et moi, d'ailleurs, ce qui est important de comprendre dans mon parcours professionnel, c'est que moi, je me suis fait demander à plusieurs reprises, mais Angèle, comment tu as fait pour obtenir cet emploi-là, toi, au collège, comme enseignante? Comment tu as fait pour obtenir tes emplois? Moi, je n'ai jamais eu aucun emploi avec un contact préalable. C'est qu'en fait, je suis toujours arrivée, comme on dit en bon québécois, comme un cheveu sur la soupe. Comme j'ai été une personne qui a été précaire, puis qui a déménagé souvent, puis qui était sur le marché du travail de façon précaire quand j'étais dans la trentaine, ben j'étais disponible. C'est que quand tout d'un coup un professeur se casse une jambe, ben là, il faut trouver quelqu'un rapidement pour la remplacer. Donc j'ai remplacé moi un professeur qui s'était cassé une jambe au cégep de Sherbrooke. Une session. Là, ils sont mal pris, là. C'est qu'eux autres, ils ont besoin de quelqu'un qui est opérationnel rapidement. Donc, moi, j'étais opérationnel rapidement. J'avais déjà de l'expérience d'avoir enseigné au cégep de la Gaspésie et des Îles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autre emploi, le même affaire. En début de session, ils ont besoin de quelqu'un. Mais en début de session, là, vous comprenez que les gens qui pourraient potentiellement rentrer comme prof de cégep, eh ben, ils sont déjà enlignés dans autre chose. Ils font déjà autre chose. Mais moi, là, tout est parti en septembre et là, pouf, ils ont besoin de quelqu'un. Ben là, moi, j'arrive et je suis là. Et je peux déménager. J'étais à Sherbrooke, j'ai déménagé à Montréal. Je suis flexible. Ma flexibilité a permis ça aussi. Vous comprenez que quelqu'un qui a un conjoint, des enfants, qui a toute une vie installée, qui a une propriété, tout ce que tu voudras, mais là, lui, il peut pas se déplacer comme moi. Donc, moi, j'étais mobile. Donc, je suis partie de Sherbrooke et j'ai abouti à Montréal pour obtenir un emploi d'enseignante que j'ai fait durant 8 ans avec un autre congédiement. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que mon dernier emploi, c'est exactement, mon dernier emploi dans le milieu collégial, comme travailleuse sociale, c'est exactement le même scénario. Moi, j'étais à la maîtrise en travail social, suite à mon autre congédiement. Et là, c'est présenté une opportunité en début de session de remplacer un employé qui était en congé de maladie. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée comme travailleuse sociale. Puis en plus, ben moi, j'étais en train de faire la maîtrise, j'étais à jour, fait que j'avais aussi la possibilité d'intégrer mon ordre professionnel. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé en 2007, quand j'ai commencé à travailler au collège Lionel Groulx. Donc, ce qu'il faut voir quand même, c'est que, ben, on pourrait dire, c'est des situations euh, instable, dans le sens que moi, c'est pas quelqu'un à l'intérieur qui me dit, bon, toi, tu vas rentrer ici, puis tu vas occuper cet emploi-là. Parce que je me suis rendu compte que dans beaucoup de cégeps, ben, les liens sont pas difficiles à faire. Tu as le mari, la femme, y a des réseaux qui font que les gens occupent ces emplois-là. Moi, je ne fais pas partie d'aucun de ces réseaux-là. Vous comprenez? Je suis arrivée, moi, par dépannage, un cheveu sur la soupe, dans des emplois qui étaient affichés rapidement et dans lesquels j'ai postulé et que j'avais les compétences pour les faire. Donc, c'est ça, en fait, la situation qui s'est passée dans mon cas. Et puis, ben, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que j'ai été extrêmement difficile à congédier. Mon employeur a utilisé deux stratégies et une direction de collège, ça gère un collège. Ça passe pas son temps à réfléchir à un congédiement. Et ça n'a pas d'expérience en congédiement. Parce qu'en général, les gens, ils ont de l'encadrement, ils ont de les formations. Quand tu es un employé puis tu es arrivé à ce stade-là, en général, ça va bien. Puis ils s'assurent dans les entrevues qu'on a des bonnes références, puis que, bon, moi j'avais des ententes hors cours, donc on dit, si vous avez une entente hors cours, on vous embauche, parce que des ententes hors cours, ce qu'il faut dire, c'est rare. Donc, s'il y a eu une entente hors cours dans ce cas-là, ben, moi, on me dit, pas de problème. Donc, vous comprenez que faire un congédiement,
C'est très difficile parce qu'il y a des modalités dans les lois qui encadrent ça, les congédiements. Dans la convention collective, il y a deux modalités. Tu peux faire un congédiement subit, rapide, et là, la durée pour faire ça, là, c'est 10 jours. 10 jours là, qui est accordé, ou tu peux faire un congédiement avec des avertissements. Un avertissement, deux avertissements, trois avertissements. Donc, avec une gradation de sanctions. Mais moi, dans le fond, j'ai été congédiée, j'ai toujours été congédiée dans la procédure de congédiement subit. Et là, je vous avoue, je vous le dis, parce que le tribunal ne veut pas l'entendre et ne veut pas l'entendre, c'est que mon employeur, pour toutes sortes de raisons qui s'est enfargé, n'a pas pu respecter les 10 jours. Il s'est rendu à 13 jours. Donc, le syndicat regarde ça et peut lui dire, ben, c'est parce que tu n'as pas respecté la procédure de congédiement subit. Là, on n'est même pas en train de parler pourquoi on l'a congédié, là. C'est qu'il n'a même pas pu respecter la modalité d'application du congédiement subit. Fait que, vous comprenez? C'est pas pour rien que le tribunal ne peut pas entendre mon dossier, parce que mon dossier c'est trop flagrant que c'est un dossier frauduleux. Bon, on en arrive au cœur du sujet. Là, je vous expliquais, moi, que il faut revenir quand même au fait que c'est une problématique de violence familiale avec laquelle mon employeur se retrouve. Et je vous expliquais dans ma dernière vidéo, le but de mes vidéos, c'est que mon employeur refuse de continuer de participer à une problématique de violence familiale. Moi, c'est ça le but. Et moi, j'ai bon espoir que mon employeur ne savait pas qu'il y avait les deux pieds dans une telle problématique quand il a eu la commande de me congédier. Et là, moi, ce que je pense, c'est que mon employeur, je crois pas que c'est quelqu'un de mauvaise foi. Je crois tout simplement que c'est quelqu'un qui doit respecter la directive qui lui est demandée. La fameuse directive qui, qui, euh, qui vient du sceau de confidentialité qu'il y a sur mon dossier dans l'appareil gouvernemental québécois. Donc là, il y a des gens qui vont dire, mais Angèle est en train de capoter. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ben là, je vais avoir besoin de ma casquette. Parce que ce que je vais vous raconter va probablement vous surprendre, me surprend moi-même. Donc, je vous avais informé que si je mettais une casquette, c'est parce que c'est un sujet extrêmement sensible et que ce sujet-là, comme il est sensible, eh bien, le toit pourrait me tomber sur la tête. Mais j'ai décidé de l'aborder. Bon, moi, là, mon nom c'est Angèle Boulay, et moi, j'ai 2 parents, j'appartiens à 2 lignées au Québec, qui sont des lignées, on pourrait dire, souches. C'est des gens qui sont arrivés au Québec, qui étaient les premiers arrivants. La famille Couillard, du côté de ma mère, et la famille Boulay, du côté de mon père. Donc, moi, j'ai un ancêtre, Guillaume Couillard de l'Espinay, et lui, en fait, c'est quelqu'un d'assez important parce que c'est le premier colon, c'est le premier, oui, de France, qui a été anobli par le roi de France. Donc, imaginez son titre. Il est au Québec et c'est un des premiers colons anoblis. Ça veut dire que lui a des titres de noblesse. Donc, d'ailleurs, j'ai entendu M. Philippe Couillard, qui a été notre premier ministre à un moment donné au Québec, parler de la noblesse de sa famille. Et moi, j'appartiens à cette famille-là aussi, parce que c'est mon ancêtre. Nous, en Gaspésie, là, tous les gens qui portent le nom de Dupuis, du côté nord de la Gaspésie, sont tous des Couillards. Et là, moi, c'est parce que j'ai fait, depuis 2010, la généalogie de mes 2 familles et des gens du village. Et ça m'a permis de comprendre d'où je viens.
Et là, lui, Guillaume Couillard, c'était un matelot charpentier et on dit qu'il est arrivé au Québec en 1613. Et il y a eu des lettres de noblesse et ces lettres de noblesse, il les a transmises à ses deux fils. Et eux, ils viennent surtout de la région de Montmagny. Mais ensuite de ça, certains d'entre eux sont venus s'installer sur la côte gaspésienne, du côté de Gaspé-Nord. Donc, une première famille, et l'autre, c'est la famille de Robert Boulay, du côté de mon père. Et cette famille-là, eux, ils sont arrivés en Nouvelle-France, ici, au Québec, en 1662. Fait que vous voyez, c'est des familles d'origine. Et puis, ces deux familles-là, ben, ils ont toute une descendance. Moi, ma descendance, là, de mon petit village, qui s'appelle Lansavalo, il y a un premier descendant qui est arrivé. Et lui, je l'ai inscrit ici, il est arrivé en 1866. Il s'appelle Jean-Baptiste Couillard. Il est arrivé en 1866. Et il a eu 7 enfants, donc 5 qui ont une descendance, qui ont eu d'autres enfants. Il a eu un enfant aussi qui s'appelle du même nom que lui, Jean-Baptiste Couillard, mais celui-là a rajouté le Dupuis. Et lui, il s'est marié à Rivière-au-Nord, croyez-le ou pas, avec une de mes descendantes, Boulay, Malvina Boulay. Lui, il s'est marié avec une Boulay qui est l'autre souche, qui vient du côté de mon père. Là, voyez-vous déjà, là, dans mon petit village, là, le croisement. C'est pour ça que c'est difficile pour moi d'avoir un soutien, tant des Couillards que des Boulay. Parce que vous voyez-vous, là, que là, il y a un croisement dans les deux lignées auxquelles j'appartiens. Et là, ce qui s'est passé, M. Jean-Baptiste Couillard-Dupuis, son fils, Elzéar, qui est mon arrière-grand-père, lui, il a enlevé le nom de Couillard. Il s'appelle Elzéar Dupuis. Il a eu un fils, Syrias Dupuis, et son fils Syrias Dupuis, il est mon grand-père. C'est pour ça que c'est des choses à démêler, là. Et là, ma grand-mère, mon grand-père, c'est Syrias Dupuis, ma grand-mère, c'est Béatrice Jonca. Les Jonca, je vous en parlerai peut-être éventuellement, là, mais les Jonca, c'est aussi une des familles souches au Québec. Bon. Là, ce qu'il faut voir, là, c'est que ces familles-là, là, ben, ils ont une descendance. Moi, je suis la descendance de ces deux lignées-là. Mais ces familles-là, ils se sont installés. Ils ont prospéré. Ils vivent encore. Tous leurs descendants vivent encore sur la côte gaspésienne. Mais ils ont tout fait, là, eux, pour transmettre aux générations suivantes leur pouvoir, leur capacité d'être capable de prendre place dans la communauté et leur capacité à avoir une descendance, puis à rester installés sur le territoire. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, ces deux lignées-là, qui sont deux lignées souches, des descendants de la Nouvelle-France du Québec, ben, font partie de ma famille. Et la lignée, entre autres, des Couillards, qui a toujours fait partie de ce qu'on appelle l'élite sociale. C'est des gens qui ont toujours eu accès à être scolarisés quand les autres ne pouvaient pas l'être. Et cette lignée-là, en fait, ben, c'est cette lignée-là qui, d'après moi, a la capacité de mettre un sceau de confidentialité sur mon nom dans l'appareil gouvernemental québécois actuel. Et cette lignée-là, à cause de sa descendance, à cause de ses liens Couillard, ben, se permet de me mettre sous tutelle. Ce qu'il faut voir, il faut remonter au fait que mes parents se sont séparés à l'âge de 70 ans et ça a été extrêmement difficile. Donc moi, quand même, je suis une personne qui appartient à deux classes sociales. Une classe de
plus de pêcheurs, de gens qui étaient, on pourrait dire, des colons québécois, là, des gens, des pêcheurs. Et j'appartiens à une lignée de l'élite. Et c'est cette lignée-là qui peut mettre un sceau de confidentialité sur mon nom et me retirer tous les droits auxquels j'ai droit au sein de notre société québécoise. Donc, c'est l'explication que moi j'apporte, mais j'ai d'autres faits. J'ai d'autres faits. Ça, on est dans la lignée généalogique. Donc, pour aujourd'hui, là, vous allez comprendre, je vais arrêter avec cet aspect-là et je vais vous expliquer mon enfance dans une prochaine vidéo. Et vous allez comprendre l'écart qu'il y a entre la famille Couillard et la famille Boulay. Donc, moi, j'ai vécu une enfance comme si j'étais dans deux milieux sociaux extrêmement différents. Un milieu qui appartient à l'élite et un milieu qui appartient à la vie du peuple ordinaire. Et vous comprendrez que ça, cette situation-là, ben, fait de moi quelqu'un qui vit une réalité comme celle-là aujourd'hui. Merci de votre attention. À une prochaine vidéo. Et dans cette prochaine vidéo-là, je vais vous raconter euh, mon enfance. Et dans mon enfance, il y a aussi beaucoup de faits qui nous permettent de comprendre où on en arrive aujourd'hui à une telle problématique de violence en milieu de travail. Il y avait déjà dans mon enfance des signes annonciateurs qu'il y aurait une crise majeure au sein de ma famille Boulay et Couillard. Donc, moi, avec ces vidéos-là, c'est très important de comprendre que je ne veux pas blesser personne, ni les gens de ma famille Boulay, ni les gens de ma famille Couillard. Et je veux simplement expliquer que moi, je vis une situation qui découle de mes origines